Les bestes sont à Budapest en version collective. C'était aujourd'hui les meilleures nations de judo qui s'affrontaient en équipe mixte, la bonne idée de l'Olympiade de Tokyo, avec les 3 garçons et les 3 filles, le risque de match nul et la fameuse roulette à la fin pour les départager. Dans les meilleures nations, il y a la France évidemment, le pays qui a emporté les 2 titres olympiques depuis la première de Tokyo et qui s'est toujours classé sur le podium mondial, le plus souvent en finale derrière le Japon, comme c'est le cas depuis 2018 à partir de la 2e édition. Sur cette édition 2025, la France voulait collectivement cautériser des championnats d'Europe par équipe ratée et une performance individuelle en demi-teinte. Il était question de regroupement, de dynamique collective. Et il en fallait d'emblée car c'était la Russie qui se dressait comme premier obstacle, la Russie aux 3 titres masculins, 2e nation au classement après la semaine des individuels. On le craignait ce premier tour comme un symbole de la montée en puissance des autres nations dans cet exercice du par équipe mixte qui nous représente si bien et nous a tant souri. Tout le monde avait tenté d'anticiper sur le papier ce qui pouvait se passer et avec un début par les moins de 70 kg, la catégorie où la Russie présentait sa féminine la plus forte, Madina Taimazova, on convenait que si les choses tournaient mal, cela pouvait aller très vite. Heureusement, des forces vives avaient été sollicitées pour renforcer le groupe, avec notamment la présence rassurante de la vice-championne du monde 2024, Marie-Ève Gaillet, dans cette catégorie d'ouverture. Il ne fallait rien céder d'entrée, car Taimazova, consciente de sa responsabilité pour l'équipe, donnait tout ce qu'elle avait, après une performance individuelle modeste. Pas au pic de sa forme, mais terriblement déterminée à arracher ce combat. Elle était active mais un peu brouillonne. Les pénalités s'accumulaient de part et d'autre. Marie-Ève était elle aussi déterminée, et c'est sur un dernier Uchimata de sa part que l'arbitre décidait de sortir la Russe. Premier point précieux pour le groupe France. Maxime Gaël Ngayap Ambou enchaînait avec Egor Malkin comme adversaire, un 30e mondial de 21 ans, vice-champion du monde junior en 2024, que la Russie fait mijoter en attendant sa pleine carburation. Un adversaire frais et jeune, ce qui était difficile à gérer pour notre médaille olympique un peu essoufflée, et il finissait par concéder un petit Yuko plat-ventre sur Osotogari à 1 minute dans le Golden Score. Égalité. Roman Niko était la suivante à monter sur le tapis et elle devait logiquement nous éclairer tout cela, même contre la grande blonde russe de 24 ans, Elis Startseva, la nouvelle arme des féminines russes, une fille grande et puissante, avec de très belles qualités techniques qui accumule les podiums depuis 2 ans. Face à Diko, elle a toujours perdu cependant. Mais il y a un début à tout. Elle parvenait à empêcher la Française de l'envahir et en quelques secondes, sur un très joli coup Uchigari, attrapait en finesse le pied avancé et poussait Roman sur le dos où elle l'immobilisait. La Russie prenait l'avantage et ce n'était pas fini car Tieman Diaby devait assumer le choc suivant en lourd contre Valérie Andovitsky, vice-champion d'Europe cette année et sans doute l'un des adversaires les plus durs que son compatriote champion du monde Inal Tassoyev ait eu à affronter cette année. Un colosse de 25 ans dans le top 10 mondial. Notre costaud à nous faisait plutôt bonne figure, mais se faisait jeter sur la tête sur un rapide Seoinage à genoux, en bout de manche, et concédait un Waza-Hari décisif. Menés déjà par 3-1, nous étions dos au mur, et tout reposait d'abord sur la récente médaille mondiale Sarah Léonie Sizik et sa cheville bandée, dans un remake de son 16e de finale difficile contre Irina Zoueva, un combat qui avait duré plus de 10 minutes. Plus spontanée et plus mobile que dans son parcours en individuel, la championne française déclenchait une belle séquence à mi-combat qu'elle semblait vouloir conclure en jujigatame, mais elle relâchait en grimaçant et il devenait clair qu'elle avait réveillé une méchante douleur à sa cheville. Elle revenait vers son coin en boitant bas sous les regards consternés de tout le clan français. Mais bien qu'elle semblât souffrir, elle parvenait à aligner de nouvelles séquences fortes, et à 30 secondes de la fin, enchaînait un Uchimata et un Hashiguruma qui lui valaient Waza-Hari. 3-2 pour la Russie toujours, mais la France tenait encore. Johan Benjamin Gaba pouvait-il continuer à faire dans la perfection et tenir la France à bout de bras? Franchement, on pouvait en douter tant le premier impact de son adversaire, Karen Galstian, un gaucher au bras pesant, bien relancé par l'encadrement russe depuis mars dernier, et déjà dans le top 20, semblait l'enfoncer dans le sol. Mais Gaba est désormais d'un autre calibre. Il le déstabilisait par des Isaguruma et trouvait l'ouverture pour son fantastique Osotogari départ plongé. Il finissait le combat en jouant avec son adversaire totalement déstabilisé, une belle démo du héros et le retour à 3 partout. Bonjour à la roulette, russe en l'occurrence.
Choix intéressant du hasard, il désignait les moins de 90 kg, le jeune russe Egor Malkin contre Maxime Gaël Ngayap Ambou. Une défaite française, mais un intéressant rematch. Le fougueux français s'offrait une seconde chance, comme on les aime. Dans les premières secondes, il lançait un intense Ouchigari et marquait Ouazzari, poussant au passage la Russie dehors et la France en quart. La grande aventure devait commencer, après un départ si serré mais si probant. La France rencontrait cependant une autre grosse équipe au tour suivant, la formidable Corée du Sud, l'une des plus équilibrées dans ses forces. Maxime Gaël Ngayap Ambou lançait les débats contre Jong-hoon Kim, un Coréen redoutable, vainqueur en ce début d'année du tournoi de Paris où il avait dominé les Français, dont notre médaillé olympique. Maxime Gaël attrapait un yuko sur un joli Kouchigari, mais se faisait dérouler sur un seoinage à genoux très précis. Julia Tolofoy, qui remplaçait Roman Diko en plus de 70 kg, manœuvrait bien la jeune Lee Yeonji pour la faire pénaliser par 3 fois, et c'est le vif mais inexpérimenté Angel Gustan, en plus de 90 kg, qui s'avançait ensuite contre Sung Yeob Lee, finaliste au Grand Chelem de Paris contre le Russe Tassoyev et champion d'Asie. Un morceau indigeste pour notre champion de France, qui non seulement concédait le combat et le point d'avantage pour la Corée du Sud, mais prenait aussi un gros choc sur la tête qui l'envoyait à l'hôpital pour examen qui allait s'avérer heureusement rassurant. Il fallait rompre le cycle et revenir à égalité avec les moins de 57 kg, et c'était la responsabilité de Faiza Mogdar, pressentie depuis longtemps dans ce rôle de renfort sur cette catégorie forte pour la France. Mais elle avait en face d'elle la championne du monde et vice-championne olympique 2024, Mimi Wu. On pouvait difficilement faire pire. Qui plus est, une combattante au même profil qu'elle qui enchaînait les seoinage. Et c'est sur un mouvement d'épaule inversé que la Coréenne attrapait un yuko tiré par les cheveux, le retour du yuko fantôme. Cette marque, la Coréenne la tenait jusqu'au bout et la France était à nouveau menée par 3-1. Un boulot pour notre Zorro national, l'homme à qui tout semble possible, Johan Benjamin Gaba. Il montait sur le tapis plein d'assurance et il lui fallait moins de 2 minutes pour prendre la mesure de Dong-Yoon Bae, 23 ans, avant de le clouer au sol. La voie était tracée pour Marie-Ève Gaillet face à la modeste Yerang Lee, sortie des juniors en 2023, laquelle se battait bien mais finissait par prendre la clé au Golden Score. Et la France était encore revenue à égalité, roulette à suivre, avec un coup de pouce du destin. Mais le destin était aux abonnés absents ou s'amusait cruellement à nous signaler notre fragilité là où il y a peu se trouvait notre plus grande force. La roulette s'arrêtait sur les plus de 90 kg, comme au jeu, la catégorie où notre représentant, cette fois, Angel Gustan, avait dû quitter ses coéquipiers sur une civière. Consternation pour une équipe de France soudain figée, qui ne s'attendait pas à un tel mauvais sort, une fin si abrupte. Les poings serrés et les sourires du côté du matin calme, dont le relatif sommeil de ces dernières années, chez les féminines, a pris fin depuis 2 ans, ce qui se traduit immédiatement en performance collective. À ce jeu des équipes, la moindre faiblesse peut se payer par une glissade. D'autant que toutes les nations ont commencé à prendre le projet du mixte au sérieux et se sont appliquées à se renforcer ces dernières années. Même la relative désinvolture parfois affichée par le Japon, qui paye aussi le prix paradoxal de ses performances individuelles, est immédiatement comptabilisée en combat perdu. Au même niveau, contre l'Ouzbékistan, le Japon était mené 2-0. 2 défaites pour ses vice-champions du monde, Go Kitajima et Mao Arai, avant de rétablir la situation et de passer en demi-finale. La France était donc en repêchage contre le Brésil, mais le moteur était manifestement cassé. Julia Tolofoy était dominée en plus de 70 kg par la championne olympique Souza, qui lui plaçait un très fort Osotogari en moins de 2 minutes. Et Tieman Diaby était surclassé en vitesse et en précision technique par le numéro 3 mondial en moins de 100 kg, Leonardo Goncalves, finaliste au Grand Chelem de Paris et champion panaméricain. Il lui plaçait un Hashiguruma et 2 magnifiques Jujigatame sur lesquels le Français tapait 2 fois, mais la première, fulgurante, avait été pénalisée d'un Shido pour amener au sol illicite. Choqué par cette action forte, le jeune Français n'avait pas remarqué qu'il était sauvé par l'arbitrage et c'est son adversaire qui dut lui faire signe de continuer à combattre. Décidément que du beau monde pour Faiza Mogdar en moins de 57 kg, qui avait la responsabilité cette fois d'arrêter l'hémorragie face à Shirlene Nascimento, nouvelle venue sur le podium mondial quelques jours plus tôt. Active mais pas assez tranchante, elle ne parvenait pas à la déstabiliser et à 2 pénalités partout, prenait la 3e comme Amandine Bouchard et Melchior Korn quelques jours plus tôt pour un contact à la jambe anodin sur une attaque adverse. Là encore, il n'y a aucune intention de contre-attaque, pas même de défense. Le contact naturel se fait au sol et il ne dépasse en plus pas le bas de la jupe dont on nous avait assuré qu'elle faisait partie désormais des zones reconquises.
Comme suggéré les jours précédents, ce serait une bonne chose d'en faire un dossier à présenter pour demande d'explication à la commission d'arbitrage international. Quoi qu'il en soit, la France était menée 3-0 à un combat de l'élimination. Mais s'il n'en restait qu'un, ce serait lui, Johann Benjamin Gaba, parfaitement à l'aise dans ce rôle du sauveur, du leader, sur le tapis et dans l'état d'esprit qui lui va comme un gant. Sous nos yeux privilégiés, nous voyons s'inventer le grand patron de ce groupe France qui se construit, lui qui, 5e seulement, avait raté le podium des championnats du monde junior 2021, atteint par ses copains des forces spéciales de l'époque, la team officieuse qui les réunissait, les Romain Valadier-Picard, Maxime Gobert, Maxime Gaël Ngayap Ambou. Que de chemin parcouru. Il enroulait avec autorité le jeune Vinicius Ardina sur un saudet magnifique. Là encore, il restait un chemin, la possibilité d'une sortie par le haut. Il fallait que Marie-Ève Gaillet s'acquitte de la délicate mission de dominer la grande Rafaela Silva. Malheureusement, c'est elle qui jouait le rôle de hooker dans une magistrale démonstration de Utsuri-Goshi, flottant de longues secondes en l'air avant d'être accrochée sur la hanche de la rugueuse brésilienne et jetée sur le dos. La morsure de l'échec avec un peu d'humiliation en prime, si on considère qu'au jeu de Paris, Rafaela Silva combattait en moins de 57 kilos. Pas d'épilogue, pas de médaille de bronze, la France était pour la première fois sortie du podium des championnats du monde par équipe mixte. Ce n'était pas seulement un accident de parcours, les aléas de la compétition, mais aussi l'évidence d'une montée de l'opposition qui s'organise. S'il en fallait une autre preuve, on pouvait la trouver dans la très spectaculaire demi-finale entre le Japon, inamovible vainqueur depuis 2017, et la Géorgie, le pays des hommes forts, qui a su mixer son jeu ces dernières années. Si la seconde lourde japonaise avait apporté le premier point, Guram Tushishvili avait égalisé les forces en projetant le petit lourd nippon Kanta Nakano. Et c'est la championne du monde Eteri Liparteliani, décidément le game changer géorgien sur ces championnats, qui marquait Ippon à l'ancienne médaille mondiale Momo Tamaoki, qui menait pourtant d'un yuko. Et l'obscur Mikhaili Barbarashvili enfonçait le clou contre Yudai Tanaka, médaillé de bronze des championnats d'Asie. Utana Terada ramenait le Japon à 2-3, et c'était le grand défi du jour, une finale olympique qui se rejouait alors entre le champion du monde et vice-champion olympique Sanshiro Murao et le champion olympique Lasha Bekaori en moins de 90 kg. Fatigué, le champion géorgien ne semblait pas pouvoir résister longtemps à la tranquille supériorité du nouveau patron nippon qui marquait rapidement Waza-Ari avec un Dehashibarai en contre de la grosse garde décalée de son adversaire. Mais Bekaori est le maître incontesté du judo trash, des tricks malins qui lui permettent de continuer à tourmenter un talent classique comme celui de Murao quand la puissance physique n'y suffit plus. Tranquillement, sans avoir l'air d'y toucher, il incitait le japonais à partir à plat ventre, mais retenait son bras en l'air pour se glisser en dessous et le renverser. Murao n'ayant pas posé les deux mains au sol, il était toujours dans la continuité, ça compte et c'est Ippon. Murao est désormais plus fort que Bekaori, mais il ne l'a encore jamais battu. C'est un projet pour cette Olympiade. En attendant, c'est la Géorgie qui passait en finale, en abattant de son socle la statue du septuple vainqueur de l'épreuve, le Japon, relégué en place de 3 où il allait maussade dominer le Brésil. Les temps changent, mais pas la mentalité du judo géorgien, champion par équipe, par tempérament profond. Le projet du par équipe mixte avait challengé leur tradition et leur conservatisme, mais pas atteint leur insatiable envie de démontrer leur force collective. La finale allait être une formalité contre la Corée du Sud, où seul Guram Tushishvili cédait au premier combat, face à Seungyeob Lee sur un beau Hashiguruma. Mais le reste des troupes géorgiennes ne lâchaient rien et après la victoire de Liparteliani sur Mimi Hu, mais aussi celle de la moins de 70 kg Chanturia, 162e mondiale, c'est le roi Bekaori comme il se devait, qui signait la victoire finale sur un Ouchigari tout en force contre le vainqueur du Grand Chelem de Paris, Jong-Hoon Kim. La Géorgie est de retour et n'est pas prête à lâcher l'affaire. Russie, Brésil, Corée du Sud, mais aussi Italie, battue par l'Allemagne pour le bronze. La cohésion des équipes s'améliore, le niveau monte. Le par équipe mixte vient de passer une étape en faisant la démonstration que c'était une question de temps pour que d'autres forces vives du judo s'adaptent au format. Cela se passe au détriment de la France cette fois, mais l'aventure continue. On a rencontré le président de France Judo, qui n'a pas peur de mettre les mots sur les choses, Stéphane Nomis, dans le texte. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois, mais on n'est pas prêt aujourd'hui, on n'était pas prêt encore aujourd'hui. On est en phase de rodage d'une nouvelle Olympiade. On tente des choses, on essaie des choses, mais je vois que globalement, on est très 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 loin du compte en termes d'entraînement aussi. Donc, quand je parle d'entraînement, je parle de tout l'entraînement, aussi bien tactique que technique.
que l'arbitrage. On fait des erreurs d'arbitrage, on prend un nombre considérable de shido, too much par rapport au niveau du judo français qu'on ne devrait pas prendre. Et c'est tellement dur de gagner que tous ces manques-là, ils ne nous permettent pas d'être au summum de notre art le jour d'un championnat du monde. On le voit bien, hein, les Coréens, ils avaient plus faim que nous, ils nous ont accrochés. Déjà, le premier tour contre les Russes, c'était très dur, mais j'avais trouvé qu'il y avait eu de l'orgueil de la part des Français. Ils avaient joué le jeu et qu'ils avaient donné leur maximum. On voit que Max, il y retourne avec beaucoup d'envie. Mais normalement, il n'aurait pas dû y retourner parce qu'il n'aurait pas dû chuter au combat d'avant. Hein. Il est plus fort que ce gars-là. Et au final, on se met toujours des difficultés supplémentaires pour arriver à perdre contre la Corée difficilement aussi, hein, je trouve. Hein. Pour moi, on n'a pas le droit de perdre ce match-là. Le match contre le Brésil, j'ai du mal à accepter la défaite parce qu'on se retrouve avec un plus de 100 qui affronte un moins de 100, une moins de 110 qui affronte une moins de 63. Donc je me dis que ça devrait passer. Et voilà, il se trouve que en lourd, quand on n'a pas Teddy Riner, c'est très 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 dur on n'est pas à notre niveau aujourd'hui en équipe. On ne fait pas suffisamment pour gagner. En regardant les combats de l'extérieur, je trouve qu'il y en a qui manquent d'envie. Je trouve qu'il y en a qui manquent un peu d'envie, mais pour X raisons. Hein, je ne connais pas bien les raisons, on va travailler dessus. Mais globalement, c'est insatisfaisant. On n'a pas le droit d'être champion olympique, de perdre des Europes, de perdre les championnats du monde. C'est difficilement acceptable. Maintenant, on est première année avant de cette Olympiade. L'Olympiade, elle est longue. Moi, ce qui compte, ça reste quand même les Jeux Olympiques. C'est une nouvelle équipe. Il y a des jeunes. Il va y avoir des remplacements. Il y a des gens qui commencent à dépasser la trentaine. On s'aperçoit que ça commence à être vraiment très difficile. Il va falloir trouver aussi des remplaçants et des jeunes à faire monter et des choses à expérimenter. Et je suis sûr qu'on sera au rendez-vous à LA. D'ailleurs, on a une belle chose. Hein. On a un autre leader qui a été magique encore aujourd'hui, hein, qui a fait des choses extraordinaires. Hein, parce que repartir comme ça, après avoir un titre de champion du monde et tout le monde veut te faire la peau, il a réglé tout le monde encore une fois aujourd'hui. Il a été au-dessus de tout le monde et vraiment, il a porté cette équipe de France presque en capitaine. Alors, il n'a peut-être pas aujourd'hui le rôle de capitaine, mais on va peut-être lui donner demain le rôle de capitaine. Mais il est encore jeune, mais il va peut-être falloir qu'il prenne des nouvelles responsabilités. On va voir ensemble. Mais on va reconstruire cette équipe de France. Je suis serein. C'est une défaite qui va nous faire du bien aussi. Et on va se construire pour LA parce que c'est notre objectif, c'est LA. Il n'y aura pas de remplaçant à LA, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on va devoir trouver les bonnes choses à faire pour briller à LA en équipe, quoi. Il va falloir donc retourner sur la tactique et la technique. Les Japonais ne font pas d'erreur. On s'aperçoit que les Japonais ne font pas d'erreur sur le kumikata, sur la garde. Ils n'en font pas. Et eux, ils sont prêts. Hein. Eux, ils sont vraiment prêts. Ils ont quoi, 14 médailles. Ils sont prêts. Ils étaient prêts. Alors, ils sont très, très déçus de leurs Jeux Olympiques. Hein. Eux, ils avaient une revanche à prendre sur les Jeux Olympiques. Et ils l'ont prise. Hein. Mais nous, on n'avait pas de revanche. Je trouve que nos individus, ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là. Et je suis dur, hein, mais nos filles, qui étaient 14e aux Jeux Olympiques, avec que des médailles de bronze, là, elles sont 10e, qu'avec des médailles de bronze aussi. On a un petit problème chez les filles en ce moment, donc il va falloir trouver les moyens tous ensemble de voir comment changer cet état d'esprit et comment faire qu'on ait une nouvelle équipe de France féminine qui soit au niveau, parce que les autres fédérations, les autres pays, ils mettent le paquet sur les féminines. Tous les pays, hein, moi je côtoie les autres présidents, ils mettent le paquet sur l'entraînement, sur les entraîneurs, sur les athlètes, pour qu'elles soient au niveau, pour qu'elles fassent les équipes. On voit maintenant des Géorgiens, les Kazakhs, les Ouzbeks, elles font des médailles au chemin du monde, aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, où avant l'équipe de France féminine, elle était largement supérieure à l'équipe de France masculine et aux autres pays du monde. Aujourd'hui, ça s'est vraiment équilibré, donc il va falloir booster cette équipe de France et trouver des solutions
pour la booster. Et on a des idées. On va travailler aussi avec l'ANS. On va réfléchir sur la data. On voit le staff des Japonais sur la data ils ont un staff qui est giga. Ils ont au moins 6 ou 7 personnes sur la vidéo et la data. Nous, on n'a personne. Donc, à un moment donné, l'innovation par la data, on doit y être, mais on n'y est pas et on est très loin du compte. Donc, si on veut perfer à Los Angeles, il va falloir se réveiller quand même, quoi. Désormais en charge du haut niveau français, Frédéric Jotchinet revient sur l'ensemble de cette très grosse semaine de rendez-vous mondial où le judo français de haut niveau s'est frotté au réel de sa condition actuelle. Le travail engagé, le travail encore à faire. J'avais noté déjà beaucoup de choses avant de venir ici, donc j'ai surtout aussi pas mal de confirmations. C'est ça qui est aussi intéressant. On ne va pas tout jeter à la poubelle, bien au contraire. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de championnat. D'un point de vue compétitivité avec les autres nations, on le savait avant de venir ici. On savait aussi qu'il fallait définitivement balayer et tourner la page de Paris. Pas trop regarder ce qui s'était passé, toutes les médailles qu'on avait récoltées à Paris, aussi bien en individuel qu'en équipe. Là, ça l'a confirmé. Donc, comme je vous le disais, j'avais noté déjà beaucoup de choses qu'il fallait vraiment enclencher très rapidement de l'évolution, du développement et qu'on allait après ce championnat avoir 3 ans pour mettre tout en place sereinement, mais avec beaucoup de travail. Il y a un chantier. Alors on va dire, j'écarte les filles et garçons. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est clair qu'il y a des garçons qui ont confirmé, et ça, c'est quand même des bonnes choses. C'était pas simple, qui se sont affirmés. Il y en a d'autres. On savait que ça allait être plus compliqué, notamment au jeu, mais même que sur les 3 ans auparavant. Ça s'est confirmé aussi, donc il y a pas mal de boulot. Mais il y a des nouvelles têtes aussi qui arrivent, et ça, c'est très intéressant. Donc il va falloir aussi capitaliser sur cette dynamique qui est très intéressante chez les garçons. Puis après, il y a les filles. On savait qu'on héritait très honnêtement d'un niveau qui commençait à baisser. Ça date pas d'aujourd'hui. On l'a vu cette année. Mais même avant les Jeux, il y a eu quelques signaux et on l'a vu au jeu, puisqu'on n'a pas eu de finale. Donc il y avait des signes qu'on avait déjà remarqués, pour ma part marqués. C'est une confirmation. Très clairement, chez les filles, il faut qu'on remette un certain nombre de choses en place. On l'avait déjà dit, essayer de garder les filles qui étaient performantes dans le top. On a vu que ça n'a pas marché. Tout en faisant monter la jeune génération. On a des très jeunes qui sont là, mais qui sont là pour l'instant chez les jeunes. Et il y a plusieurs caps vraiment et plusieurs étapes à atteindre pour arriver rapidement chez les seniors. On a 3 ans, mais il y aura des étapes à passer. On a un championnat du monde dans un peu plus d'1 an. Encore une fois, on est sur une année très spécifique, la première année post-JO, avec un championnat d'Europe qui était... on ne s'est pas emballé non plus, très honnêtement. On s'est dit... Il y avait quelques indicateurs, notamment chez les filles, où c'était pas à la hauteur quand même de ce qu'on attendait. On l'a dit, on ne s'est pas caché non plus. Donc on savait qu'au championnat du monde, ça allait être encore plus difficile. Le résultat, on l'a. On n'a pas de finale, 2 médailles de bronze. Pas si simple non plus, malgré tout, à aller chercher. Mais attention, le niveau chez les féminines, on le sait, ça grimpe. Ça grimpe aussi grâce aux équipes, et tant mieux, parce que ça va nous pousser aussi dans nos retranchements. Maintenant, on y est. On sait sur quoi se baser. Il faut vraiment que ce championnat du monde serve de base et de construction pour les 3 prochaines années. J'allais dire, c'est parti. 3 ans, on a de quoi faire quand même. Ce qu'on sait maintenant, c'est que par contre, on ne peut pas tomber. Parce qu'il peut très vite avoir des Yuko, des Wazar, etc. Par contre, nous, on doit faire tomber. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup manqué, en effet. Donc le chantier technico-tactique, c'est ça, la dureté. La dureté même... psychologique, intellectuel, d'aller chercher des matchs de référence, de toujours passer un cap, de toujours être plus dur dans les matchs en compète, parce que l'entraînement, ok, ça va, mais en compète, c'est toujours plus dur. C'est 1 étage, 2 étages plus haut. Et donc, sur ça, en effet, il faut être plus dur. Il faut plus de dureté. Ça se travaille au quotidien. Ça vient pas comme ça, c'est très dur. Un sport... vraiment de contact évidemment, mais surtout de position en direct. Donc il faut être là, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas tomber encore une fois, il faut faire tomber.
Et c'est là-dessus qu'on doit capitaliser pour gagner des matchs de référence, pour commencer à faire des résultats ou à refaire des résultats. Et puis après, il y a en effet un palier de progression, mais on a ce qu'il faut quand même, honnêtement, on a ce qu'il faut sur l'aspect vraiment technico-tactique, justesse, rigueur, à l'image finalement d'un Johan Benjamin Gaba, ce qu'il a montré depuis le début en fait, de la compétition. Il en est à son 9e hippon, c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais ça demande beaucoup d'engagement, de rigueur, de plaisir, de savoir pourquoi on est là aussi et de gagner des matchs. Lucie d'Écosse, en charge des féminines, faisait elle aussi un bilan en plaidant pour la prise en compte du temps long concernant ce groupe féminin en transition. C'est vrai que 2 médailles de bronze, c'est pas. Je pense pas qu'on peut se satisfaire de ça. On s'est loupé peut-être sur certaines catégories, on n'a pas beaucoup de phases finales, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à travailler, il va y avoir beaucoup de choses à travailler. Après, comme j'ai dit, on est aussi à un tournant aussi peut-être. On est sur l'après-jeu, on est avec un nouveau staff et là on va avoir un petit peu de temps pour se poser et pour étudier les différentes stratégies et le projet sur différentes catégories. Et ça va être important. Donc, en tout cas pour les filles qui ont ramené la médaille, je pense qu'il fallait quand même le faire. Il fallait quand même le faire ce boulot. Ces 2 filles qui ont fait les Jeux, qui enchaînent depuis 2 Olympiades, elles ont réussi à aller chercher une médaille de bronze. Donc je les félicite quand même ces 2-là. On ne peut pas se mentir non plus. L'objectif c'est de continuer à accompagner et à faire en sorte que celles qui ont été les meilleures, elles restent aussi les meilleures. Mais quand je dis tournant, c'est aussi il faut mettre de la concurrence, il faut faire sortir des jeunes et puis il faut faire progresser aussi les jeunes parce que les Jeux c'est dans 3 ans, les prochains après sera encore plus loin, mais en tout cas comme j'ai dit, on est avec une équipe où il y a pas mal de filles qui ont déjà fait 2 Olympiades, voire 3, et donc oui, on peut pas ne pas penser à faire monter, à faire mûrir d'autres filles dans certaines catégories. À la fois, il faut garder de la fraîcheur psychologique parce que oui, ça fait des années qu'elles sont là et que, mine de rien, elles ont enchaîné les médailles, elles ont eu l'habitude d'être médaillées, elles ont eu l'habitude d'aller chercher ça. Et donc, il faut garder une fraîcheur psychologique et à la fois, il faut continuer à travailler parce que c'est pas avec les années qui passent qu'elles vont devenir de plus en plus fortes pour certaines. Donc, il faut à la fois, oui, la fraîcheur psychologique et à la fois continuer à travailler pour pas se faire rattraper par les autres. On peut s'inspirer de ce qui s'est passé chez les garçons, mais quand même, les garçons ont vécu des années très très difficiles avant de pouvoir arriver jusqu'ici. Donc l'objectif, c'est quand même de pas vivre non plus exactement ce qu'ils ont vécu et de pouvoir trouver la relève assez rapidement, même si aujourd'hui, on n'est pas non plus à la rue. On a quand même 2 médailles de bronze et donc c'est pas la panique non plus, c'est juste qu'il faut se projeter pour les années qui viennent, c'est clair. Le plus serein, c'est Daniel Fernandez en charge des masculins qui retourne à Paris avec les médailles de Romain Valadier-Picard et de Johan Benjamin Gaba dans la poche. Un bon départ d'Olympiade. Il y a 2 finales mondiales, dont un titre dans une catégorie qui n'avait jamais été titrée. Ça faisait 13 ans, je crois, qu'il n'y avait pas eu un nouveau champion du monde chez les masculins. Donc moi, je suis super satisfait. Alors oui, sur le plan comptable, mais je suis aussi satisfait sur l'état d'esprit. Je suis aussi satisfait sur ça valide des choix sportifs et des stratégies d'entraînement qui ont été choisis bien en amont. Et voilà, on va continuer à bosser dans ce sens-là. En fait, il y a un groupe de travail sur l'INSEP, on s'entraîne tous ensemble. Il y a un groupe de travail très intéressant avec notamment Johan, mais aussi Romain, Maxime. Enfin voilà, ils s'entraînent toute l'année ensemble. Et il y a un excellent état d'esprit. Au championnat d'Europe, il y a eu 5 médailles. Aujourd'hui, on fait 2 finales, dont un titre au championnat du monde. On pouvait s'attendre après les Jeux à ce qu'il y ait une certaine retombée parce qu'on a créé quand même, il faut se l'avouer, la surprise avec les résultats chez les masculins. Au contraire, on prouve que c'est tout de la chance et que c'est le travail qui prime et le travail qui paye, et on va continuer comme ça. Je reste convaincu qu'on avance d'autant mieux dans le positif et avec un état d'esprit serein. Évidemment, tout n'a pas été parfait, sinon on serait parti avec 8 médailles.
Ça n'a pas été le cas. Il y a des gens, des athlètes qui n'ont pas aujourd'hui encore le niveau mondial. Il y en a qui l'ont, mais qui n'ont pas réussi à répondre présent sur l'événement. Je pense à Lucas, en particulier, ou MG. Voilà, donc on va faire le bilan et on va analyser les choses tranquillement. Aujourd'hui, ce championnat, c'était la première pierre fondatrice du projet Los Angeles. Donc voilà, ça permet de faire un état des lieux, à la fois collectivement et individuellement, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis d'orienter les directions de travail à venir. Les Bestes étaient à Budapest et ils rentrent chez eux avec la médaille. Ils sont bien rares, ceux qui étaient sur le podium du championnat du monde 2024, sur celui des Jeux un mois plus tard et sur ceux de ces championnats du monde 2025 à Budapest. 7 en tout, et c'est peu, avec un renouvellement complet de l'ensemble des champions de l'année précédente, ce qui est aussi du jamais vu depuis plus de 30 ans. Demain, ces 3 élites croiseront leur potentiel pour une nouvelle hiérarchie qui n'est pas encore acquise. La montée vers Los Angeles vient de commencer. Les prochains points de passage, les championnats d'Europe en Géorgie en avril, chez le nouveau champion du monde par équipe mixte, et les championnats du monde en juillet à Bakou, dans l'antre d'Eidarov, Adjiev, TKF et Kotsoyev. À vos souhaits. Si vous voulez savoir qui demain marque des points et comment va se construire la nouvelle équipe de France, alors il faut rester connecté.